Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la ligne. Le podcast s'intéresse aux deux côtés du football, celui des tribunes et des enjeux, et aussi celui des terrains. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un podcast sur l'ambiance autour de la Coupe du Monde. C'est un petit billet qui va s'intéresser donc à l'ambiance, ce qu'on peut connaître à la frontière franco-allemande, en Allemagne et en France, à quelques jours de la Coupe du Monde. Vous savez que je vis en Europe et j'aime beaucoup quand les différents podcasts du Cannes Football Club m'expliquent les à côté du football à Montréal. Donc, à mon tour, je me suis dit que ça vous intéresserait sans doute de le découvrir ici. Préparez-vous, on attaque. Pour ça, j'ai invité Tom. Vous le connaissez déjà, c'est notre spécialiste S-Football avec une surspécialité football allemand. Tom, tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par donc, l'ambiance autour de cette Coupe du Monde. On est à moins d'une semaine. Maintenant, la Coupe du Monde, la France vient de faire un match nul difficile contre les États-Unis. Et on va parler de l'ambiance. L'ambiance, c'est évidemment d'abord l'ambiance de la rue. Donc, c'est vrai que contrairement à ce qu'on a pu connaître au dernier Euro, les rues ne sont pas vraiment aux couleurs de la Coupe du Monde encore. Les Français sont, à mon avis, un petit peu, prudents. Et ils attendent sans doute que l'équipe de France brille et qu'elle avance pour sortir les drapeaux et pour commencer à se mettre dans une ambiance Coupe du Monde. Je sais pas si c'est vraiment de la prudence ou si c'est plus. On a relu là, avec les 20 ans de 1998, on relit un petit peu ce qui s'est passé à cette époque-là. Et le soutien populaire avait été quand même très tardif dans la compétition, puisque c'était la demi-finale et vraiment la finale où là, le public s'était vraiment lâché. Mais avant, ça avait vraiment mis du temps à prendre. Et donc je pense que c'est un peu aussi cette culture un peu de suspicion peut-être par rapport au football. On ne veut pas trop montrer qu'on est enthousiaste. Et du coup, on est sur la réserve et c'est que quand on a une vraie raison finalement de sortir un peu du quotidien et de soutenir l'équipe qu'on y va. Et du coup, c'est pour ça peut expliquer que pour l'instant, on fait comme si on s'y intéressait pas tant que ça. Je pense que c'est un peu ça aussi qui joue, quoi. Par exemple, par rapport à l'Allemagne où on a moins de réticence à montrer qu'on aime le foot. Tu sais, en France, on en a beaucoup parlé lors de nos discussions entre nous. En France, il y a un peu ce côté, bon, le foot, on aime bien ça, mais il ne faut pas trop le montrer. Du coup, ça peut peut-être jouer, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en effet. C'est vrai qu'en France, quand on dit, enfin maintenant ça va un petit peu mieux, mais longtemps quand on dit qu'on aimait le football, eh bien, on passait un peu pour un gentil garçon, quelqu'un de pas forcément très malin, et c'était le football, c'est le sport des pauvres, donc c'est pas forcément très à la mode, et c'est pas forcément très gratifiant d'avoir l'image d'un fan de foot. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les rues sont pour l'instant assez calmes. Dans les magasins aussi, en France, de ce côté-là de la frontière, il y a finalement assez peu de choses. On va pouvoir retrouver des t-shirts avec le drapeau français, on pourra trouver un certain nombre de goodies, mais finalement très peu. Tandis que moi j'ai eu la surprise en allemand, enfin la demi-surprise en allant en Allemagne, de découvrir qu'il y avait là de véritables corners avec tout un tas de choses aux couleurs de l'Allemagne, et des choses qui sont finalement assez classiques, comme en effet des t-shirts, des perruques, du maquillage, mais aussi des chips aux couleurs du drapeau allemand, des bières avec le drapeau allemand, tout un tas d'animations commerciales, et quand en France ça prend, je sais pas, un tout petit coin, en Allemagne ça prend 5-6 fois un volume supérieur. Est-ce que tu as aussi eu le même ressentiment, et toi qui as vécu en Allemagne, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, alors c'est vrai que pour ce qui est actuellement là en France, pour que les gens sachent, je suis allé faire mes courses ce matin dans un supermarché
et j'ai pas été frappé par la mise en avant des produits des partenaires officiels de l'équipe de France. C'est vrai que je m'attendais à avoir peut-être plus de références à cette compétition, avec des photos des joueurs, parfois même des choses en grand, et j'ai rien vu. Ça aurait pu être, on aurait pu être à n'importe quelle autre époque, sans cette Coupe du Monde qui approche, ça aurait pas fait de différence pour moi. Après, l'Allemagne, ça ne m'étonne pas, il y a un enthousiasme très fort sur le football. J'étais passé, je crois, pour le dernier Euro, je suis passé en Allemagne un petit séjour, je suis reparti avec un verre, avec l'effigie d'un joueur, voilà. J'ai acheté quelque chose dans un magasin, il y avait voilà, quelque chose en rapport avec la compétition. Donc ça ne m'étonne pas qu'en Allemagne, il soit beaucoup plus enthousiaste et qu'il y ait une plus grande présence de, de, de cette compétition. Alors après, dans ce que tu disais, tu parlais beaucoup du drapeau allemand. Euh, si je peux me permettre de faire un petit historique du drapeau allemand dans le football. Alors, il faut bien comprendre que l'Allemagne, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, toute expression de nationalisme ou comment dire d'attachement à l'Allemagne est difficile, hein, puisque ce sont les nazis qui s'étaient emparés de ce rapport à la nation, et du coup, forcément, c'était mal vu. Et il y avait une difficulté pour les Allemands de se sentir allemands et de l'exprimer, en tout cas. Et finalement, le foot a servi de vecteur, de catalyseur de cette expression d'attachement au pays, avec le miracle de Berne en 1954, la première victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde. Et là, voilà, ils ont pu retrouver une fierté, finalement, d'être allemands. Alors, ils ont aussi gagné 74 en Coupe du Monde, et puis il y a 90. Là encore, c'est pour montrer le rapport entre l'équipe d'Allemagne et l'histoire allemande, ce qui peut aussi expliquer le rapport au foot, hein, d'une certaine manière. Et l'attachement voilà, au football finalement. Voilà, tout à fait, parce que 90, c'est la première fois qu'il y a une équipe réunie d'Allemagne, donc avec l'Allemagne de l'Ouest, enfin l'ex-Allemagne de l'Ouest et l'ex-Allemagne de l'Est. Même si de mémoire, je crois qu'il n'y avait qu'un seul joueur d'Allemagne de l'Est. Matthias Sammer, ouais, de mémoire. tout à fait, dans la Mannschaft. Mais il la gagne. Cette Coupe du Monde. Et voilà, ça montre aussi la force de l'Allemagne, même réunis, où ils sont encore forts, ou plutôt, en étant réunis, ils sont toujours plus forts, et ils gagnent cette Coupe du Monde. Et puis, il y a 2006, l'Allemagne organise la Coupe du Monde, et moi je me souviens des commentaires, des gens qui disaient, voilà, on revoit le drapeau allemand dans les rues, on voit des rassemblements de personnes avec le drapeau allemand, ils se l'approprient. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, le foot qui a permis cette réappropriation du drapeau allemand dans l'espace public. Hein, parce que pendant longtemps, c'était quand même, encore une fois, toujours suspect. Et le foot permet qu'on puisse brandir le drapeau allemand, qu'on puisse se le maquiller sur les joues, qu'on puisse le mettre sur des paquets de chips sans être taxé de nationalisme. Voilà. Et je crois qu'on en voit, et on va en voir de plus en plus, tous les petits drapeaux qui sont attachés, qui sont fixés aux voitures, donc les drapeaux allemands, et on en voit plus de drapeaux allemands finalement fixés aux voitures que de drapeaux français. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est que, notamment pendant le mondial en Allemagne, il y avait peut-être 80% des voitures allemandes qui avaient ou un drapeau fixé à la voiture ou alors des manchons aux couleurs du drapeau allemand au rétroviseur. Et en France, ils ont aussi, à la frontière, ils ont aussi vendu ces mêmes choses, mais personne ne les mettait. Et finalement, les seuls Français qu'on voyait avec ça, c'était des Français qui vivaient en Allemagne et qui ont pris cette mode. Alors, comme tu l'as fort justement rappelé, l'histoire de l'Allemagne et la fierté nationale, elle a un vrai rapport avec les réussites de l'Allemagne. Et ça a vraiment décomplexé, c'est vrai, finalement, le peuple allemand qui a réussi finalement à voilà, se réapproprier tous ces symboles grâce au football. En France, le drapeau, je ne sais pas s'il est tabou, mais c'est vrai qu'on a un rapport qui est un peu ambigu vis-à-vis du drapeau. Donc, à moins qu'on arrive vraiment très loin dans la compétition, on verra assez peu de drapeaux. De toute façon,
Le drapeau français, il est évidemment parfois au parvis des mairies, mais il n'est pas tellement dans le domaine public. Autant moi j'ai été très surpris quand je suis allé aux États-Unis de trouver des gens qui dans leur jardin avaient planté un drapeau américain. En France, si vous plantez un drapeau américain, si vous êtes américain ou français, c'est que vous serez très vite taxé d'être un dangereux nationaliste. Voilà. Pour l'anecdote, il y a un drapeau québécois à Strasbourg. Il est en face de la cathédrale de Strasbourg, donc ce qui est l'endroit touristique le plus touristique. Et je me suis posé la question, vraiment ça c'est la parenthèse, hein. Pourquoi? Eh bien, il y a un Québécois qui vit en face de cette cathédrale et qui a voulu finalement porter haut ses couleurs et qui a installé ce drapeau. Alors, c'est vrai que c'est très amusant parce qu'il est juste au-dessus d'une crêperie et il y a, paraît-il, beaucoup de Québécois qui vont manger dans cette crêperie pensant qu'elle est la propriété d'un Québécois et voilà, en cherchant un petit peu d'air de la maison. Donc, c'est vrai qu'en France, le rapport au drapeau, il est plus compliqué et on ne verra le drapeau que si vraiment ça fonctionne. Et justement, c'est ça aussi, c'est peut-être ce qui va pouvoir faire la transition avec le sujet qu'on voulait aborder, c'est que l'Allemagne est tenante du titre. Du coup, il y a peut-être un enthousiasme plus important que la France, dont on ne sait peut-être pas ce qu'elle va donner. Enfin, je te laisse lancer le sujet. Exactement ça, c'est exactement ça. La France, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que moi, j'ai été assez surpris sur Twitter et dans différents podcasts de lire que finalement les Français étaient très sur d'eux, que les Français avaient des certitudes et que le coq français se tenait bien droit. Je pense que si l'objectif c'est la demi-finale, il y a finalement pas énormément de gens qui pensent que cet objectif il va être atteint. Et c'est pour ça qu'on va passer peut-être à une deuxième partie que moi je voulais appeler l'anti-98. C'est vrai qu'on fait souvent la comparaison maintenant l'équipe de France avec l'équipe de France qu'on a eue en 98. En plus là c'est l'anniversaire. On fête les 40 ans, donc c'est vrai que c'est 30 ans. 20 ans. 20 ans. Ouh là ça passe vite, hein, moi je suis tellement vieux. Les 20 ans de 98 et on fait un comparatif. Et moi je pense que si on fait un comparatif, là aujourd'hui c'est assez... moi ça m'inquiète un peu. C'est vrai que 98 c'est une équipe où il y avait des leaders, des Deschamps, des Blancs, des leaders techniques aussi, comme par exemple Zidane. Là, des leaders, moi, j'en vois pas. Le capitaine, c'est Lloris. D'abord, c'est un gardien, c'est pas forcément idéal. Sur le terrain, Pogba, il pose quand même. Il a décidé qu'il serait leader. Pire que ça, il a décidé qu'il fallait qu'on dise qu'il était leader. Hein, donc, quand on doit réclamer d'être leader, c'est quand même qu'on est loin, surtout que ce qu'il sera vraiment titulaire. On n'en sait rien. Et si dans le Lopo Avendano avait des analyses sur Pogba qui étaient vraiment intéressantes et vraiment justes. Autre différence, il a noté que cette équipe est très jeune. C'est la troisième équipe la plus jeune de la Coupe du Monde. C'est pas forcément rassurant. Et il y a donc peu d'expérience en termes d'âge, mais aussi peu d'expérience en termes d'expérience internationale. L'équipe de 98, c'était des joueurs qui avaient roulé leur boss, qui avaient joué très souvent dans le championnat de la Serie A, le championnat italien, et ils y avaient appris, ils l'ont dit eux-mêmes, ils y avaient appris la gagne. Là, c'est des joueurs qui jouent dans de bons championnats évidemment, mais ils sont rarement, les têtes d'affiche de leur club. Voilà, alors on a Umtiti qui joue au Barça, mais il joue avec Piqué. Bon, il y a Griezmann après, sinon comme porte-drapeau peut-être, et puis quelqu'un qui a la gagne. Il a la gagne, en effet. Mais est-ce que c'est vraiment... On n'a pas tellement l'impression qu'il a la capacité à amener les autres avec lui. Alors évidemment, c'est un leader technique. Toi, tu n'es pas d'accord là-dessus, peut-être? Je sais pas, en tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui ont l'habitude en tout cas qui gagnent. Griezmann qui vient de gagner un titre. Varane qui a gagné Varane avec les champions aussi, Champions League, évidemment. Mais c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le... Je sais pas si c'est anti-98, mais c'est différent de 98.
seulement avec cet anniversaire qu'on fête et qui est un peu. Alors, moi, je sais pas, moi, je suis très content de le fêter, ça me rappelle mes jeunes années, des grandes victoires, des grandes émotions. Seulement, quand on est joueur, ça peut être compliqué parce qu'on va toujours faire cette comparaison, comme tu disais, et nous-mêmes, on en parle. Et puis là, on a vu au match France-États-Unis, c'est Aimé Jacquet qui vient faire le coup d'envoi. Euh, les- voilà, ça peut être un petit peu lourd peut-être à porter pour des joueurs qui sont jeunes. Euh, Finalement, alors il faudrait voir, mais il y en a certains qui étaient presque pas nés ou alors très très jeunes en 98. Voilà, donc comparaison difficile à faire et peut-être un héritage un peu lourd à porter. Héritage qui revient en fait sur le devant de la scène. Voilà, on sait qu'on a gagné 98, mais là avec toutes les festivités qu'il y a, bon. Après ils sont jeunes, ils sont aussi peut-être que eux ça les intéresse pas tant que ça et qu'ils vont faire leur truc et qu'ils vont écrire leur histoire. Mais ça reste, comme tu as dit, un groupe jeune et on voit a priori, effectivement, j'ai cité Griezmann, mais c'est vrai que c'est pas forcément un leader comme Deschamps pouvait l'être, peut-être. Quelqu'un qui va faire les efforts défensifs, qui va replacer, qui va crier un peu sur les autres. Maintenant, il est sur le bord du terrain, il apporte ce qu'il peut, et moi je l'aime bien, mais c'est peut-être pas aussi important. Il manque peut-être un relais, qu'on parle souvent de joueur relais, et peut-être que ce joueur relais manque. Encore, on ne s'est pas révélé. Peut-être qu'il va se révéler pendant la compétition. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, non, il manque en effet, moi je suis d'accord avec ton analyse, il manque un relais, il manque aussi un relais finalement euh, avec l'arbitre. C'est vrai qu'on se demande qui va parler à l'arbitre, le capitaine, c'est Yoris, il peut difficilement parler à l'arbitre, à moins que l'arbitre soit vraiment à côté de lui, et si l'arbitre est à côté de lui, c'est pas très rassurant pour l'équipe. Et on se pose aussi cette question, et moi je pense que quand on parle de Deschamps, il y avait aussi quelque chose chez Deschamps qui était précieux, c'était cette capacité qu'il avait à nouer une relation avec l'arbitre, à essayer de l'influencer, aussi cette capacité à se mettre devant le ballon quand il y a un coup franc contre vous pour éviter que le coup franc il soit tiré trop rapidement. Il y a tout ça, toute cette expérience, tout ce vice, on se demande si ça va pas manquer et on se demande est-ce qui va, en effet, comme tu dis, c'est l'espoir qu'on peut avoir. Finalement, si on revient sur 98, le premier tour en tout cas a montré qu'il y avait des gens qu'on n'attendait pas spécialement, par exemple Thierry Henry et David Trezeguet, qui ont prouvé le jour J qu'ils étaient capables et qu'ils pouvaient être une solution pour cette équipe et qui ont donné un allant nécessaire. Et finalement, autant eux ont été utiles au début, autant vers la fin, ça a plus été les grognards, les défenseurs. Bon, après, c'est toujours très très surprenant. Et moi, je voudrais aussi me poser une autre question, c'est la question de la défense. C'est vrai que 98 s'est construit autour d'une défense qui était expérimentée, qui avait une expérience, chaque joueur était expérimenté, elle avait aussi un vécu commun. Aujourd'hui, on a une défense qui, moi, me pose beaucoup de questions. D'abord, dans cette défense, il n'y a pas vraiment un joueur qui soit indiscutable. Les deux latéraux, ils reviennent de blessures. Ils sont jeunes et expérimentés. On ne sait pas s'ils vont réussir à se mettre au niveau, si ils ont la capacité physique, ne serait-ce que la capacité physique de faire une bonne Coupe du Monde. Et puis, on s'est aussi rendu compte, par chance ou par malchance, on ne sait même plus vraiment, que derrière, Pavard et Hernandez étaient tout à fait capables d'être sont des titulaires en puissance, ils étaient capables de faire de très bons matchs aussi, qu'ils avaient d'autres qualités. Et on se demande finalement si Deschamps, quel choix il va bien pouvoir faire. Pour les deux centraux, j'ai la même réflexion que celle que j'ai donnée tout à l'heure. Umtiti, il joue au Barça, ok, mais il joue au Barça avec Piqué qui est un leader et qui le guide. Quant à Varane, d'accord, il a gagné de multiples Ligues des Champions, mais il avait à côté de lui Ramos, qui est aussi un leader et qui a aussi cette capacité finalement à le tirer. Alors est-ce que ces deux personnes qui ont l'habitude d'être encadrées, d'être tirées, ensemble, ils vont réussir à faire le job et à livrer la marchandise? C'est vrai que c'est une question qui peut se poser et je suis d'accord aussi sur les deux latéraux qui pourraient être titulaires, enfin qu'on voyait comme titulaires, donc Sidibé à droite, ça et Mendy à gauche. Et là, on a vu ce soir, ils ont été remplacés par Pavard à droite et donc Lucas Hernandez à gauche. Pavard fait la passe décisive.
pour Mbappé. Et puis Lucas Hernandez, il a apporté quelque chose offensivement, il a frappé, il a essayé de déborder avec je crois que c'est son premier ballon, il fait un grand pont, enfin c'est voilà, pour déborder, pour pouvoir être en bonne position pour un centre près de la surface. Donc il y a de la compétition, alors ça peut être bien parce que comme disait Deschamps dans son interview juste après le match, s'il a l'embarras du choix, il sera content. Mais en même temps, voilà, faudrait pas que ce choix soit, comment dire, fasse qu'il y ait ça ne puisse pas se construire du fait qu'on sache pas trop qui mettre et que du coup qu'on hésite et que les choix finalement s'avèrent être les mauvais. Rien à dire sur la défense centrale. Voilà, donc, Non, tu as raison, il vaut mieux avoir l'embarras du choix que le choix de l'embarras. Maintenant, on se pose toujours des questions et donc finalement la plupart des gens louent la qualité de l'attaque française. Alors là aussi, moi j'ai aussi des réserves, hélas. L'histoire de la Coupe du Monde et l'histoire de la France en offre un certain nombre. Ma grande réserve, c'est l'expérience de 2002. En 2002, l'équipe de France est championne du monde, elle est championne d'Europe, elle arrive gavée de certitudes avec les meilleurs, avec le même effectif finalement que 98, mais avec des attaquants qui sont plus expérimentés que les jeunes Henry et Trezeguet qui ont pris 4 ans. Donc la France, elle a le meilleur buteur du championnat de France, Djibril Cissé, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre, Thierry Henry, et le meilleur buteur du championnat d'Italie, David Trezeguet. Et donc tous ces gens ensemble, avec Zidane derrière et Djorkaeff, ils vont pas marquer un seul but. Moi, j'ai un peu peur que finalement cette attaque qu'on peut avoir avec Griezmann, en effet, qui a fait une bonne année, avec les jeunes Dembélé et Mbappé, eh bien, le jour J, elle n'arrive pas elle n'arrive pas à marquer, et que finalement, c'est une équipe qui a besoin d'espace, et on sait qu'au moins au premier tour, elle va tomber contre des adversaires qui vont pas leur laisser cet espace, un peu comme ce qu'on a vu contre les États-Unis, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui et on était assez désespérés de voir qu'ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Et on a plusieurs fois soufflé et soupiré devant notre télévision. Et effectivement, ça va être compliqué et surtout qu'on se prend un but. On n'a pas pris, on n'a pas réussi à marquer au début. Et puis on se prend un but juste avant la mi-temps. Et c'est comme ça un peu qu'on sort en 2002. Ce qui nous a traumatisé, je pense, tous les deux, d'être sortis aussi brusquement, alors qu'on avait les meilleurs attaquants qui sont restés tout à fait muets pendant cette compétition. Mais je crois que tu nous avais trouvé quelque chose pour nous dire que les Français peut-être finiraient quand même par pouvoir s'imposer, c'est ça, non? Oui, voilà, on a été très critiques et très, très, très négatifs. Mais moi, je suis quand même persuadé qu'il y aura au moins un Français qui sera champion du monde. Alors comment c'est possible? Donc, évidemment, si l'équipe de France est championne du monde, il y en aura plusieurs. Mais si l'Argentine est championne du monde, il y aura un Français. Il y aura Gonzalo Higuaín, qui est né à Brest, d'un papa joueur professionnel à Brest. Alors Gonzalo Higuaín, on le connaît à la Juve, on l'a connu à Naples, on l'a connu aussi au Real. Et c'est une histoire qui est marrante, ça va me permettre de prendre 2 minutes pour vous la raconter. Son père a pris contact avec la Fédération française en disant, moi je suis argentin, mon fils il est né à Rouen et il voudrait jouer pour l'équipe de France. Brest. À Brest, pardon. Rouen c'est très égay. À Brest, et mon fils veut jouer pour l'équipe de France. En plus, mon fils il va être sans doute recruté par le Real. Et donc il y a eu une espèce de bataille pendant quelques semaines entre le sélectionneur argentin et le sélectionneur de l'époque, le pas regretté Raymond Domenech, pour savoir qui arriverait à attirer la pépite. Enfin, la pépite à l'époque, c'était pas encore une pépite. Et finalement, cette bataille a permis qu'il y ait un buzz autour de lui et lui a facilement plus facilement ouvert les portes du Real. Si l'Argentine n'est pas championne du monde,
ne vous inquiétez pas, j'ai un autre Français qui pourrait l'être. C'est Jonas Hector qui joue pour l'Allemagne et dont la maman est française. Donc lui, il a un rapport avec la France qui est différent. Mais c'est un bon joker. Alors évidemment, au Maroc, il y a un certain nombre de joueurs français nés en France. Il y a aussi l'entraîneur du Maroc, Hervé Renard, l'homme à la chemise blanche. Tunisie et Sénégal sont des équipes où il y a beaucoup de binationaux qui sont représentés. Et donc, si elles font la surprise, nous aurons aussi plusieurs champions du monde. Enfin, le Portugal d'Anthony Lopez et d'Adrien Silva, Champion du monde champion d'Europe, d'Europe, en fait, pardon. dernier champion exactement, ont de vraies chances. Sans compter Rafael Guerreiro, qui fait partie pour moi de ceux que la France peut regretter, puisque c'est un joueur qui a la capacité à jouer à la fois au milieu et en défense, et que c'est un joueur que moi j'apprécie particulièrement. Enfin, le Belge Hazard a été beaucoup dragué par la fédération, puisqu'il est français, puis il est arrivé à 14 ans à Lille, et que pendant un moment, la fédération française avait bon espoir de pouvoir l'attirer. Il est resté fidèle à la Belgique, il a eu bien raison. Et maintenant, arrive le moment de l'instant impact. L'instant impact, c'est l'instant soccer local. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour le Québec. Le Québec sera peut-être champion du monde, aura au moins un champion du monde. C'est le gardien de l'équipe du Maroc, Yacine Bounou, dit Bonou, qui est né à Montréal et qui aurait joué à l'Impact. Alors ça, c'est vraiment du grand conditionnel. Donc, il est parti très jeune, d'accord, de Montréal pour aller au Maroc, où il a joué pour le Wydad Casablanca, qui est l'un des deux grands clubs casablancais. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon ami Michael Miller du Blaugrana Podcast. Et je lui dis que moi aussi, j'espère que le Maroc ira loin. Puis, il est parti pour jouer aussi en professionnel à Saragosse, entre autres, et maintenant, il joue à Gérone. Et c'est le gardien titulaire de... A priori, ça sera le deuxième gardien, mais il n'y a pas un monde entre les deux. Donc, on peut espérer que Hervé Renard fasse le choix du natif de Montréal, même s'il n'y a pas vraiment de certitude. Ok. Pour conclure, moi je voudrais rester un petit peu dans le soccer local et prendre juste un instant pour pouvoir vous conter un article que j'ai lu aujourd'hui, donc sur la préparation de l'équipe de France. On a beaucoup parlé de Rémi Garde qui critiquait l'investissement des joueurs de l'Impact pendant les entraînements, et finalement cet article de l'équipe explique la précision que demande le coaching staff de l'équipe de France aux joueurs en dehors des entraînements. Donc tout est vraiment réglé à la seconde et de façon très très précise, et en fonction du moment de la journée, ils peuvent ou non boire. L'eau doit être à 5 degrés. Ah oui, c'est précis. C'est précis. Ah oui, c'est précis. Voilà, il y a des moments pour boire des boissons régénérantes et d'autres moments où ce n'est pas le moment. Donc là aussi, c'est précis. Le matin, on mange des œufs et du muesli. Et c'est vrai que moi, j'étais vraiment très, très, très étonné de voir la précision et de voir aussi l'empressement du coaching staff à faire respecter toutes ces règles. Et ça veut encore dire une fois que finalement, bien, il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi ce qu'il y a autour, et que c'est ça aussi qui fait qu'une équipe gagne. Oui, c'est vrai, et puis c'est vrai que c'est fou qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais et peut-être que certains joueurs aussi ne s'en rendent pas compte. Il y a des joueurs qui ont des mauvaises hygiènes de vie, et c'est vrai qu'on voit que ça demande beaucoup, beaucoup de sacrifices et beaucoup de discipline personnelle pour être aussi performant. Et je crois que ça permet aussi de durer, parce qu'il y a des joueurs, tu parlais de Blaillac, je crois, tout à l'heure, donc c'est un joueur du Racing, Jérémy Blaillac, qui va sûrement partir, et tu me disais que tu l'avais vu courir, c'est ça, alors même qu'il est
Exactement. dans La des- reprise, il va jouer l'année prochaine au Gazélec d'Ajaccio. Donc la reprise, c'est dans une vingtaine de jours. Et là, moi, je l'ai vu aujourd'hui courir à un rythme soutenu. Et j'ai couru quelques instants avec lui. Il s'est arrêté et m'a un peu fusillé du regard parce qu'il n'était pas censé s'arrêter à ce moment-là, mais 2 minutes après. Donc c'est vrai que finalement, on se rend compte que les joueurs qui durent sont aussi les joueurs qui ont la meilleure hygiène de vie. Et l'un des autres exemples qu'on peut donner finalement, c'est Cristiano Ronaldo qui lui, pour ça, est un peu finalement le champion, hein, puisqu'il fait extrêmement attention à tout. Et que les années, on a un peu l'impression que finalement les années ont un peu moins cours sur lui. Voilà, c'est le moment pour nous de nous arrêter. La Coupe du Monde va bientôt commencer. Je voudrais évidemment remercier Tom une nouvelle fois pour sa participation et ses lumières. Ouais, je t'en prie, c'est un plaisir de discuter jusqu'au bout de la nuit avec toi de soccer. Jusqu'au bout de la nuit, en effet. Merci aussi au Cannes Football Club de nous offrir l'opportunité de pouvoir vous parler. N'hésitez pas à aller sur le Twitter du Cannes Football Club, sur le site internet et le Facebook. Et abonnez-vous à tous les podcasts parce que tous les podcasts sont de qualité. Merci encore. Bye et bonne Coupe du Monde à vous. Au revoir.